Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante politique à Paris, de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « La fin de l'Occident ?» Il est chapeauté ainsi. Depuis quelques semaines, nous assistons à un divorce en accéléré entre États-Unis et Europe, et avec lui à la remise en cause d'un Occident uni et triomphant. Quelles en seront les conséquences ? Notre prochain enregistrement public aura lieu à l'école alsacienne le dimanche 15 mars, on peut s'y inscrire. Et mercredi, nous mettrons en ligne dans notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné » notre premier échange avec Marie-Christine Delpech et Pascal Schint, coprésident de la Fabrication humaine, qui entend aider la culture à résister à l'intelligence artificielle. Par quels moyens ? Vous le saurez en écoutant mercredi ce premier échange. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Commençons par le premier des deux sujets que nous avons retenus, celui de, après le vote du budget, l'immobilisme jusqu'en 2027. Après plusieurs mois de débat, le budget 2026 a finalement été adopté le 2 février par l'Assemblée nationale. Le 7, dans un entretien accordé à la presse régionale, le Premier ministre a déclaré vouloir faire taire l'idée d'une année stérile. Il entend avancer sans rien changer à sa méthode et sans un regard, assure-t-il, sur la présidentielle. Une façon de tenir l'engagement d'Emmanuel Macron d'une année 2026 utile et de faire mentir l'ancien chef du gouvernement, Édouard Philippe, qui annonçait au début de cette année que plus rien de décisif ne se produirait dans le pays d'ici à la prochaine élection présidentielle. Refusant d'être taxé d'immobilisme, le Premier ministre a déroulé une série de projets qu'il entend mener à bien au cours de l'année. Prudent, il a décidé de contourner le Parlement et de passer par la voie réglementaire sur deux sujets clivants, la programmation pluriannuelle de l'énergie et l'aide médicale de l'État aux immigrés sans papier. Parmi ces autres projets, le Premier ministre promet notamment une mise à jour de la loi de programmation militaire dès avril. Promis à son arrivée à Matignon, le grand acte de décentralisation va être décliné en plusieurs textes autour desquels la concertation n'est pas terminée. Un premier devrait très vite être formalisé et présenté avant les municipales de mars avec des mesures de simplification. Le pan le plus important de la réforme, qui vise à confier de nouvelles compétences aux acteurs locaux, viendra dans un second temps. De même qu'un troisième texte sur le cas spécifique de la métropole du Grand Paris, une actualisation de la loi d'urgence agricole a été annoncée. Elle ne reprendra pas les dispositions de la très contestée loi Duplon, précise le Premier ministre. Sébastien Lecornu prévoit en outre un texte pour instaurer une allocation sociale unique, l'atterrissage de la loi sur la fin de vie d'ici à fin 2026, un projet de loi pour réformer le statut de la Nouvelle-Calédonie et aussi celui de la Corse, et le Premier ministre cherche à associer les partis du socle commun qui sont pourtant très critiques de sa méthode. Le programme semble ambitieux, le temps est compté, il restera 7 semaines utiles à l'exécutif pour imposer son ordre du jour à l'Assemblée nationale entre la reprise fin mars après les municipales et la fin de la session ordinaire le 30 juin, le reste du temps étant consacré aux initiatives parlementaires. Le gouvernement pourra compter sur une session extraordinaire qui prolongera sans doute les travaux du Parlement en juillet, mais il sera compliqué de la poursuivre en septembre, après la trêve estivale, à cause des élections sénatoriales, et à l'automne arrivera le temps du budget 2027. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, on peut dire que la France, où la démocratie représentative va mal, vit un temps un peu suspendu. Et alors que le président avait dit au début de l'année qu'il souhaitait une année utile, rien n'indique que les prochains mois vont être utiles pour résoudre les problèmes et les défis auxquels la France fait face.
Alors, on peut parler d'un lâche soulagement que le budget a été finalement voté avec l'aide des socialistes et à travers des 49.3. Mais est-ce que cette façon de faire passer ce qui est le cœur de la démocratie parlementaire par un contournement, en quelque sorte, par la question de confiance, est-ce que cela est vraiment rassurant? Je dois dire, alors que comparaison n'est pas raison, mais ça ressemble quand même étrangement à l'agonie de la République de Weimar, où on est effectivement dans les dernières années passé par contourner le Parlement et par justement passer par des décrets. Et c'est mon deuxième point. C'est une question aussi essentielle pour la compétitivité et le futur de l'économie française. C'est dire que aussi la programmation énergétique fut passée cette semaine par un décret et non pas par une décision du Parlement. Alors, je pense, pour dire quelque chose de positif, que le mélange choisi est assez, le mix énergétique est assez intelligent, c'est-à-dire continuer à miser sur l'énergie nucléaire avec 6 nouvelles centrales qui doivent voir le jour. Et en même temps, de ralentir un peu, mais quand même construire plus enfin, avoir plus d'énergie renouvelable, même si on met un frein pour tout ce qui est éolienne sur terre et pas offshore. Mais tout de suite, quand on regarde cette programmation, il y a la question du financement et on réalise que tous ces 6 centrales ne sont toujours pas financées et qu'on n'a aucune idée comment on va arriver à une majorité pour le budget 2027. Alors, pour répondre à la question immobilisme ou pas, je pense effectivement ce que le Premier ministre a dit, il peut y avoir des solutions de consensus, comme par exemple cette avancée sur l'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes en France. Là, on a trouvé effectivement une majorité, mais avec bien sûr un sujet qui prend par un bout un problème qui est bien sûr beaucoup plus large, mais sur tout le reste, sur toutes les autres questions, et notamment l'ampleur des dépenses sociales en France, dépenses sociales avec les retraites, je m'attends à aucune sortie de l'immobilisme. Nicolas Bavrez. Je partage tout à fait ce qui a été dit. On est dans un moment où l'histoire accélère brutalement et c'est vrai que ça nous ramène un peu aux années 30 avec une montée des périls géopolitiques, des États-Unis qui deviennent illibéraux, la violence qui se libère de tous les cadres qu'on avait essayé de lui imposer. Et on a un pays qui est complètement, non seulement à l'arrêt, mais en apesanteur. Donc de fait, la politique française, elle s'est installée dans une bulle qui est complètement coupée des réalités géopolitiques, des réalités européennes, des réalités de l'économie et de la société française. Le budget en est un bon exemple. Donc, il a été présenté comme quelque chose de tout à fait positif pour la stabilité. En réalité, cette stabilité est illusoire puisqu'on a très bien vu qu'il n'y avait toujours pas de majorité pour soutenir le gouvernement. Mais c'est une catastrophe économique et financière. On continue à relancer plus de taxes, plus de dépenses, plus de dettes, avec une dette de 118% du PIB qui sera parfaitement insoutenable. Donc, quant à l'idée de ce qui a été annoncé comme des initiatives, je pense que de fait, il y a 2 difficultés. Un problème politique parce qu'il n'y a pas de majorité au Parlement et donc on veut contourner par des décrets, comme on l'a fait pour la PPE. Et puis de fait, un énorme problème financier ou un problème de réalisation. Quelques exemples.
le Premier ministre a annoncé la construction de 2 millions de logements d'ici à 2030. Il est vrai que dans le passif des présidences d'Emmanuel Macron, il y a le fait d'avoir complètement bloqué la construction. On a la pire crise du logement depuis les années 50. On construit autant de logements que en 52. Donc, mais sauf que un marché du logement, ça ne peut se relancer que sur 3 ans parce que il faut le temps des permis de construire, du fait d'avoir des formules qui permettent de nouveau aux gens de s'intéresser à l'immobilier. Il faut changer le cadre réglementaire et fiscal ne convient plus du tout. Donc, l'idée de dire qu'on va créer 2 millions de logements d'ici à 2030, c'est totalement irréaliste. On a parlé de la programmation pour l'énergie. Donc, elle est absurde puisque on mise sur 2 systèmes incompatibles, le nucléaire, les renouvelables. Il y en a pour 500 milliards d'euros sur les renouvelables. Pour adapter les réseaux et pour qu'ils n'explosent pas avec la production d'une électricité intermittente, il faut investir 200 milliards d'ici à 2035 dans les seuls réseaux. Et personne ne sait d'où peut venir cet argent. Donc, au-delà même des 6 EPR, qui ne sont pas d'ailleurs plus financés que le reste, on a donc, on continue vraiment une espèce de course, une fuite en avant avec des dépenses qu'on n'a absolument pas les moyens de faire. Et ce sera exactement la même chose pour l'actualisation de la loi de programmation militaire. On va annoncer des chiffres considérables. Comme l'a dit Sébastien Lecornu, on va annoncer que le budget de la défense va aller à 100 milliards d'euros et d'ici à 2030. Et en réalité, ce qui va aller à 100 milliards d'euros, c'est le service de la dette dès 2029 et certainement pas les dépenses militaires. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ces exemples ? Ça nous dit qu'aujourd'hui, la France, elle est vraiment bloquée. Pourquoi ? Parce que politiquement, il y a un président qui n'a jamais été aussi impopulaire, 12% de popularité, et il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Et donc, l'idée de gouverner par décret, elle a des limites. Que l'économie est aussi à l'arrêt, contrairement à ce qu'on nous dit. 70 000 faillites, le chômage qui remonte à 8%, qu'il n'y a plus d'argent. Et que la dette est à 3 500 milliards et que on est vraiment maintenant à la merci des marchés financiers et qu'il n'y a aucune aide à attendre de l'Europe parce que, comme on l'a vu cette semaine, les Européens Emmanuel Macron n'est plus crédible, le pays n'est plus crédible et personne ne fera de cadeau ou n'aidera la France. Donc, finalement, les Britanniques ont une expression pour l'opposition, c'est le shadow gouvernement, le gouvernement fantôme. Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, ils ont inventé le shadow gouvernement, mais sauf que c'est celui qui est en fonction et qui est censé diriger le pays. Et ça pose un problème. Akram Belkaïd. Oui, on pourrait utiliser une formule un peu grandiloquente. On pourrait dire que pour la France, il est minuit moins le quart. C'est-à-dire qu'on a tous en tête, tout le monde, dans toutes les conversations, toutes les analyses, l'éléphant dans la pièce, c'est l'élection présidentielle de 2027, avec cette perspective de voir le Rassemblement national l'emporter. Et donc, à partir de là, on a une espèce de blocage, y compris, je dirais, psychologique, chez beaucoup d'acteurs, qui soient économiques, politiques. Je dirais que, finalement, on arrive peut-être au bout d'un cycle qui a débuté en 2002, avec la présence de Jean-Marie Le Pen au 2e tour, où la France a, d'une certaine manière, réussi à éviter de se regarder en face, de faire l'analyse, je dirais, de ces failles structurelles, de ces problèmes profonds, qui soient économiques, politiques, sociaux. Et toutes les élections présidentielles, depuis cette date, ont été bâties sur ce schéma qui consistait finalement à faire en sorte que l'élu soit choisi presque par défaut et pour éviter l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Aujourd'hui, la perspective se dessine, on voit qu'il y a même une certaine acceptation, une certaine résignation au sein de la classe politique. On voit que beaucoup d'élus sont partagés, certains font des offres de services plus ou moins évidentes à l'égard de la future force électorale. Bon, tout ça, ce sont des hypothèses, mais il n'en demeure pas moins que, effectivement, je rejoins
les deux avis qui ont été avancés avant moi, qu'on est dans une situation assez étonnante pour un pays qui se revendique comme faisant partie des 10 premières puissances économiques mondiales, qui a tant d'atouts, et on se dit non, mais finalement, c'est une période de régression. Et ce qui me frappe surtout, c'est aussi, on parlait de shadow gouvernement, j'ai cette impression de désinvolture par rapport à la gravité de la situation. C'est-à-dire qu'on a, même ce qui s'est passé au niveau des votes, en tout cas du contournement du Parlement, de l'annonce d'un projet ambitieux, de réforme ambitieuse pour les mois qui viennent, ça me rappelle, c'est un parallèle un peu difficile, mais ça me rappelle un peu les longues listes que certains régimes autoritaristes font pour calmer un peu la situation et dont tout le monde sait que ça ne se fera jamais quand on promet des réformes pour améliorer le sort de la population, etc. Personne ne peut croire qu'on va régler la question, ça a été cité, la question sur la fin de vie. Personne ne peut croire qu'on va régler ça avant la fin de l'année 2026, ou alors c'est que le Parlement va être contourné et que ça va engendrer au sein de la population des réactions assez radicales. Donc oui, immobilisme, à moins, encore une fois, que nous soyons confrontés à des surprises dans les semaines et les mois qui viennent. Il y a une échéance judiciaire pour Marine Le Pen, je crois que c'est au mois de juillet prochain. On a cette affaire dont tout le monde parle, ce scandale planétaire, qui est ce scandale Epstein, dont on essaye de convaincre les Français qu'il ne concerne la France qu'à la marge, mais dont on voit bien qu'il pourrait engendrer beaucoup de choses en termes de retombées électorales et de colère populaire. Donc, à moins qu'on soit confronté à une crise que personne ne voit venir, parce qu'on est tellement omnubilé par 2027 qu'on se dit, foi, on a ce fameux quart d'heure encore de tranquillité. Marc-Olivier Padis. Oui, alors la fin du marathon budgétaire a montré une chose, c'est que Sébastien Lecornu est à peu près sûr d'être maintenu dans son poste de Premier ministre jusqu'à l'élection présidentielle. D'une part parce qu'il a la confiance du président de la République et d'autre part parce que la démonstration a été faite que personne ne veut une nouvelle dissolution et des élections législatives d'ici l'élection présidentielle avec un calendrier maintenant politique qui est très très contraint. Donc il retrouve de la marge de manœuvre et il dit « je ne veux pas gérer les affaires courantes ». Mais la réalité, c'est tout ce qu'il va faire, c'est gérer les affaires courantes, ce qui est déjà pas si mal dans la situation. Alors, Akram a parlé de blocage psychologique pour rester dans le registre psychologique. Moi, je ne parlerai pas de désinvolture. Je pense que ce qui caractérise le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, c'est une forme de déni de réalité. Déni de réalité du fait que quand on n'a pas de majorité, c'est compliqué de gouverner. Déni de réalité que Emmanuel Macron pourra être actif jusqu'au dernier quart d'heure, comme il le souhaite. Et déni de réalité du Premier ministre qui pense pouvoir ouvrir des chantiers alors qu'il n'en a pas les capacités politiques aujourd'hui. Alors, c'est ça qui me frappe beaucoup. Ça a déjà été dit, même si on est dans un système institutionnel avec la Ve République qui donne des prérogatives considérables à l'exécutif, on reste quand même dans un régime parlementaire où il faut une majorité pour faire voter des lois. C'est aussi simple que ça. Alors, je suis un peu surpris par les chantiers annoncés par le Premier ministre, parce qu'il a l'air de trouver que c'est des chantiers consensuels, alors que moi, il me semble extrêmement clivant. Il a parlé de la réforme territoriale. On ne sait pas si c'est réforme territoriale ou décentralisation, d'abord avec un angle absurde qui consiste à dire que c'est pour faire des économies sur la dépense publique. Alors, autant peut-être qu'il est souhaitable de revoir notre millefeuille institutionnel, autant ça ne peut avoir aucune incidence sur la dépense publique, parce que si c'est pour transférer des dépenses de l'État vers les collectivités locales, de toute façon, c'est une affaire qui est blanche d'un point de vue comptable. D'autre part, un grand chantier sur l'agriculture, à nouveau, ça peut être utile, mais c'est un sujet extrêmement clivant. Il ne faut pas croire que l'agriculture soit un sujet qui va réunir une espèce de consensus à l'Assemblée nationale. Je n'y crois pas une seconde. L'allocation sociale unique, il y a un certain risque pour que ce soit
sous des dehors de simplification administrative, une volonté de faire des économies. Et dans ce cas-là, ce serait des économies quand même sur les gens les plus modestes. Donc, c'est quand même quelque chose de tout à fait contestable. Et le chantier de la Nouvelle-Calédonie, Sébastien Lecornu, quand il était ministre des Outre-mer, a plutôt empiré la situation qu'il ne l'a apaisée. Et c'est plutôt Manuel Valls qui a retrouvé les voies du dialogue nécessaires en Nouvelle-Calédonie. Donc, je suis tout à fait sceptique pour ma part sur les chantiers qui sont annoncés, enfin sur la capacité de créer du consensus sur ces chantiers-là, alors qu'il y a d'autres chantiers extrêmement importants qui nous attendent. J'en cite 3 rapidement. D'abord, il y a eu des états généraux de l'information qui s'intéressent à l'heure des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle sur les risques de voir la qualité de l'information disparaître et donc avec tout l'impact que ça a nécessairement pour la vie politique, civique, etc. Je n'y reviens pas. Et pour le moment, c'est un sujet qui est complètement repassé sous les radars, ce qui est dommage. Deuxièmement, un texte a été proposé donc par des parlementaires de façon transpartisane, donc une proposition de loi sur le changement du mode de scrutin. Je pense que si on garde un scrutin majoritaire, on va dans le mur, ce serait raisonnable de passer à un scrutin proportionnel étant donné les circonstances politiques. Je ne dis pas que la proportionnelle soit dans tous les cas de figure le meilleur mode de scrutin, mais ici, dans les circonstances où on est, dans lesquelles personnellement, c'est un peu mon pari, je ne pense pas qu'en 2027, le système institutionnel va retomber sur ses pieds comme beaucoup de responsables politiques ont l'air de le croire ou de l'espérer. C'est-à-dire, je pense qu'on gardera une Assemblée nationale divisée, quel que soit le résultat de la présidentielle, après 2027. Et le seul moyen de construire des coalitions solides dans ces conditions-là, c'est d'avoir un système, un mode de scrutin proportionnel, parce que ça oriente les esprits vers l'idée d'un nécessaire consensus. Et puis, il y a la question de la dette, du déficit budgétaire. Donc, le budget 2027 va être incroyablement compliqué. J'ai relevé une phrase du ministre de l'économie, Roland Lescure, qui dit « L'objectif d'un déficit à 5% sera respecté », comme si c'était une sorte d'acquis ou de victoire en soi, alors que c'est très préoccupant. Et donc, le niveau d'endettement de la France ne va faire que s'aggraver jusqu'en 2027. Et là, en 2027, il y aura un vrai rendez-vous sur comment est-ce qu'on échappe à l'emballement de la dette. Et là, les choses sérieuses vont vraiment se poser. Il y a toujours eu à l'Assemblée nationale des débats marqués par des échanges d'insultes, quelquefois extrêmement graves, quelquefois plus graves que celles qu'on entend ces derniers temps. Mais la différence avec ce qu'on entend ces derniers temps, c'est qu'il y avait aussi des manifestations d'humour. Et je me souviens, je crois que c'était à propos d'un gouvernement Pleven, qu'un député s'était écrié « Haha, l'immobilisme est en marche !» et qu'un autre député avait enchaîné « Et il ne s'arrêtera pas. » Je crois qu'on a à peu près trouvé notre équivalent. Michaela Wiegel. Oui, je voulais rajouter à cette idée que je trouve très convaincante de Marc-Olivier du déni. L'autre idée qui agace beaucoup actuellement le gouvernement allemand, de la fuite en avant. C'est-à-dire cet appel renouvelé du président Macron de créer des eurobonds, c'est-à-dire un endettement commun, alors que on n'a vraiment aucune perspective d'assainissement des finances publiques en France. Ça abîme actuellement la relation franco-allemande, qui est quand même essentielle pour avancer en Europe. Et je pense, si au départ je regardais un petit peu sceptique ce rapprochement germano-italien, mais je pense que c'est un rapprochement de désespoir, puisque le chancelier Merz a constaté que sur des points essentiels, comme le Mercosur, il pouvait pas compter sur le président Macron. C'est même pas qu'il s'attendait à ce que le président ait la force politique de retourner son pays, mais qui s'est fait le porte-parole de la Ligue des Non. Ça a vraiment endommagé la relation. Et je pense qu'on peut conclure que tant que les fondamentaux, c'est-à-dire
la situation financière de la France n'est pas assainie, ça posera toujours un problème dans la coopération en Europe. Et ce qui est très intéressant, le président Macron a mentionné la cure qu'avaient fait l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Et on a l'impression comme si la France, dans cette bulle, a décidé qu'elle n'avait pas besoin d'assainir et de s'infliger des mesures pour avoir un budget qui tienne la route. Nicolas Bavrez. Oui, pour prolonger ce qui a été dit, deux choses. La première, c'est que cette situation ahurissante de la France est vraiment paradoxale parce que le changement du monde, normalement, autant les fondamentaux français, c'est vrai qu'ils n'étaient pas en accord spontanément avec la mondialisation. Ce cycle est terminé. Le retour de l'âge des empires, de la souveraineté, de la sécurité, ça, normalement, c'est un univers dans lequel on est beaucoup plus à l'aise. Et le paradoxe aussi, c'est que la Ve République, c'est pas un régime libéral, mais c'est un régime qui a été fondé pour restaurer le pouvoir de l'État pour être capable d'affronter les crises. Donc, normalement, on est exactement dans le domaine de pertinence de nos institutions. Tout ceci a été totalement dévasté par Emmanuel Macron, le bilan, il est quand même terrible. Effondrement démographique, l'économie à l'arrêt, la paupérisation qui gagne, l'incapacité à moderniser l'armée parce qu'il n'y a pas d'argent, la sécurité également effondrée. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est la première fois quand même depuis 1950 que l'Europe se construit sans la France. Bon. Et alors maintenant, l'autre aspect, et c'est dans la lignée de ce qui a été dit, c'est que ça nous dit bien ce qu'il faut faire. Et ça nous renvoie à 1958. Il faut reconstituer des moyens de puissance de la France avant de prétendre refaire de la politique européenne ou mondiale. En 1958, il y a le surplomb de la guerre d'Algérie, il y a des institutions qui sont dysfonctionnelles, il y a une économie qui a des points forts, mais d'énormes déséquilibres précisément en termes d'inflation et de dette. Le général de Gaulle ne fait de la politique européenne et mondiale qu'après 1962. Une fois il y a d'abord des institutions nouvelles, une politique économique nouvelle, surtout l'indépendance de l'Algérie. Et de Gaulle sait très bien que vis-à-vis du reste du monde, ce poids de l'Algérie, il est tel que c'est pas la peine d'essayer d'aller faire bouger les choses parce que simplement la France est inaudible. On en est revenu exactement à ce point-là. Et donc, sur 2027, sur le fond, il faut pas se tromper. Le cœur du problème, c'est remettre la France debout. Et une fois qu'on l'aura fait, on pourra de nouveau parler en Europe, on pourra de nouveau essayer de s'adresser au reste du monde et aux géants émergents du Sud ou aux empires. Akram Belkaïd. Alors, c'est un avis personnel. Je pense que, d'une certaine manière, au-delà de toutes les difficultés françaises en termes politiques et de mauvaises politiques économiques suivies au cours des 20 dernières années ou des 30 dernières années, je pense que la France a fait une erreur stratégique majeure, géopolitique, qui a été celle d'avoir totalement négligé le bassin sud de la Méditerranée, je vais même jusqu'au Sahel, c'est-à-dire de ne pas avoir pensé une géopolitique, mais stricto sensu française, dans la mesure où, quand on a vu qu'après la chute du mur, l'Allemagne s'est dépêchée de se fabriquer, pardonnez-moi l'expression, mais une espèce de Chine à l'est de ses frontières, elle a trouvé des relais de croissance, elle a trouvé des gains de productivité avec ce que lui a apporté les nouveaux entrants, les futurs nouveaux entrants à l'Union européenne. La France, elle, n'a pas voulu, pour différentes raisons, penser une politique, je dirais, de partenariat économique dynamique. Elle a été très tiède en la matière, et aujourd'hui, ça se paye. Ça se paye. Et on voit un pays, par exemple, on a évoqué l'Italie tout à l'heure, on voit aujourd'hui à quel point l'Italie est très active, a compris que la géographie, c'est important.
certes, c'est la Méditerranée, ça sépare en deux, mais c'est la proximité. Et on voit que Madame Meloni est quasiment en permanence au Maghreb. Alors, elle y va pour la question des clandestins, des subsahariens, mais elle y va aussi pour des questions d'immigration qualifiée, d'énergie. Elle noue des pactes avec notamment l'Algérie, elle est accueillie à bras ouverts en Algérie, etc. Et c'est pas uniquement parce que l'Algérie a envie d'embêter les Français, non, c'est un vrai partenariat. Et je pense qu'un jour, il faudra vraiment s'arrêter et réfléchir sur cette erreur qui a été faite, je dirais, au mi-temps des années 2000, sur le fait qu'on a pensé qu'il fallait se contenter de suivre un peu, en traînant des pieds, le processus de Barcelone, la politique de voisinage de l'Union européenne, alors que la France, par son histoire, par ses relais, avait vraiment une carte originale à jouer en la matière. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, qui est le Japon et les interrogations sur le Japon de Sanae Takaichi. Elle est devenue en octobre la première femme à diriger le Japon, mais à la tête d'une coalition gouvernementale fragile. Sanae Takaichi, présidente du Parti libéral-démocrate, a convoqué de nouvelles élections à la Chambre basse et récolté 316 sièges sur 465. Sa victoire consolide les positions les plus conservatrices au Japon, rhétorique nationaliste, ligne dure sur l'immigration, insistance sur les valeurs familiales traditionnelles. Désormais sans véritable opposition, Sanae Takaichi entend mener des réformes très clivantes, notamment dans les domaines de l'économie et de la défense, avec une modification de la Constitution pour en gommer le pacifisme. La priorité de Mme Takaichi sera de faire adopter le projet de budget pour l'exercice qui commence en avril. Le texte, dont le volet dépenses atteint un niveau record de 658 milliards d'euros, prévoit des mesures de lutte contre la hausse des prix et la stagnation des salaires. Lors de sa campagne, la nouvelle première ministre s'est engagée à suspendre pendant 2 ans la taxe sur la consommation des produits alimentaires qui s'élève à 8%, afin d'améliorer le pouvoir d'achat des Japonais qui s'érode face à une inflation de retour depuis 2022, 2,1% sur un an en décembre. Fin décembre dernier, le gouvernement japonais a approuvé le budget de défense, un budget record de 48 milliards d'euros, se rapprochant de l'objectif de 2% du PIB. Et d'ici la fin de cette année, Mme Takaichi entend réviser les politiques de sécurité afin de renforcer les capacités militaires du Japon, voire de lever l'embargo sur les exportations d'armes létales. Le projet de loi contre l'espionnage, possiblement liberticide, est aussi au programme, tout comme la criminalisation de la profanation du drapeau nippon. Elle pourrait également relancer le projet de révision de la Constitution, dont la tonalité pacifiste déplaît à son camp. Cependant, la situation de la dette publique japonaise pose de nombreuses questions. L'endettement du pays dépasse les 230% du PIB, le taux le plus élevé parmi les économies développées. Relancer la croissance économique sans alourdir la dette du pays, c'est l'équilibre que doit trouver Sanae Takaichi. En politique intérieure, la chef de gouvernement souhaite durcir la politique migratoire en imposant des conditions plus strictes aux acquéreurs étrangers de biens immobiliers et en plafonnant le nombre de résidents étrangers. Sur le plan international, elle a provoqué l'irritation de Pékin fin 2025 en laissant entendre que Tokyo pourrait répondre militairement si la Chine attaquait Taïwan, un ton inhabituel qui a irrité jusque dans son camp. Donald Trump, qui la soutient, s'est déjà rendu au Japon en octobre et il a déclaré que Mme Takaichi se rendrait à la Maison-Blanche le 19 mars. Sur cette question, Akram Belkaïd. Oui, ce tour de force, enfin cette réussite électorale de Madame Takaichi, on pourrait l'aborder de différentes manières. On pourrait avoir une réflexion sur ce qu'est la vie politique intérieure du Japon avec cette mainmise du PLD, du Parti libéral-démocrate, depuis sa création, avec quasiment cette formation a été au pouvoir à l'exception de 6 années. C'est un parti qu'on peut qualifier, que certains observateurs qualifient même de parti unique, tant il est, je dirais, il impose sa marque sur toutes les institutions du pays. Il faut rappeler néanmoins que c'est un parti où de nombreux courants cohabitent, où de nombreuses tendances cohabitent, où de nombreux clans cohabitent, et finalement, Madame Takaichi a réussi à s'imposer
en empruntant, je dirais, les slogans de la faction la plus dure, qui est qu'on a vu apparaître avec Monsieur Abe, l'ancien Premier ministre, hein, qui a été un peu le parrain de la chef de gouvernement, avec je dirais, une rhétorique qui pousse à remettre en cause l'ordre hérité de la défaite après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là le second point, ce qui à mon avis est intéressant dans l'émergence de Madame Takaichi, c'est que finalement elle est aujourd'hui emblématique de ce Japon qui depuis les années 90, petit pas par petit pas, tend à remettre en cause, si vous voulez, ce que les États-Unis ont imposé après la Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas à partir des débuts des années 50. On l'a vu, plusieurs premiers ministres se sont déplacés au sanctuaire de Yasukuni, où les restes de criminels de guerre sont conservés, ce qui irrite énormément les voisins, la Chine, la Corée. On voit aussi qu'effectivement, depuis 1995, le Japon a permis, dans le cadre de forces de maintien de la paix, à son armée d'aller à l'étranger, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et aujourd'hui, on parle clairement de l'abrogation de l'article 9 qui dit clairement que le Japon doit renoncer pour toujours à la guerre. Et donc, cette idée que le Japon se réarme, elle est là, elle est devant nous, et donc elle est emblématique de cet ordre du monde que nous avons hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est en train de se déliter, qui est en train d'être remis en question. Et la grande question qui se pose aujourd'hui sur le plan régional, c'est quelle importance faut-il attribuer au discours, je dirais, plus ou moins belliqueux de Madame Takaichi à l'égard de la Chine, qui, comme vous l'avez dit, a très mal réagi sur les déclarations concernant Taïwan. On a vu que la Chine a organisé fin décembre des manœuvres militaires avec une simulation d'encerclement de Taïwan, mais c'était là une réponse directe aux propos du chef de gouvernement japonais, et Pékin continue à exiger que des excuses ou en tout cas une rétractation de ces propos. Donc on est là aujourd'hui dans quelque chose d'assez sérieux qui est, je dirais, la montée en tension entre la Chine et le Japon. Alors vous avez dit que M. Trump soutenait Mme Takaichi, c'est vrai, il a salué sa victoire électorale, mais sur la question de la Chine, il est bien plus prudent. La Maison-Blanche a été très prudente sur cette question, comme si il s'agissait de rappeler au Japon que lui aussi était un allié, voire un vassal des États-Unis, mais que ce n'était pas à Tokyo de prendre l'initiative de déclencher une crise ouverte avec la Chine. Ça, c'est du ressort des États-Unis. Et ça, le message, je pense, beaucoup de cadres du PLD l'ont bien saisi, d'où une certaine grogne des caciques de ce parti. Marc-Olivier Padis. Oui, d'abord un mot sur la première ministre elle-même, un personnage haut en couleur qui a fait partie de groupes de heavy metal, qui tranche dans un milieu politique particulièrement gris, qui fait penser un peu à Giorgia Meloni, j'y reviendrai pour d'autres raisons, par son côté femme de pouvoir mais pas du tout féministe, qui est une figure un peu déroutante mais à la Thatcher. Mais moi, je dirais qu'elle n'a pas simplement une rhétorique nationaliste. C'est la question géopolitique qu'il faut voir. Je pense que là, il y a deux manières de voir les choses. Soit on considère que l'impulsion chinoise vis-à-vis de Taïwan est inéluctable et que toute la région se prépare à un conflit. Soit on pense que les ambitions de Pékin peuvent être contenues et que le statu quo va se maintenir dans la région. Mais si on est dans la première hypothèse, qui fait débat parmi les experts militaires, ça veut dire que la perspective générale pour la région, c'est l'idée qu'on va vers un conflit. Et ça, il y a beaucoup d'experts militaires, notamment à Washington, qui en sont persuadés et donc qui orientent l'ensemble de leur action et de leur positionnement stratégique dans cette perspective-là. Et je pense que la première ministre japonaise se situe aussi dans cet ordre-là. Et donc, ce n'est pas simplement
des discours de campagne quand elle a dit que un encerclement chinois de Taïwan serait considéré comme un risque vital pour le Japon. C'est véritablement une manière de se préparer à l'idée d'un conflit. Et d'ailleurs, cette déclaration a contribué à sa popularité qui est très très grande. Je crois 70% de popularité pour une première ministre, ça laisse songeur. Alors il y a eu d'ailleurs des rétorsions chinoises du point de vue de l'exportation d'un certain nombre de matériaux critiques. Et donc il y a une réponse aujourd'hui japonaise qui est l'augmentation des crédits militaires, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement sur un certain nombre de biens critiques. Et dans ce contexte-là, la proximité avec les États-Unis est évidemment essentielle. Et pas seulement les États-Unis, c'est-à-dire cet ensemble, cette alliance diplomatique et militaire qu'on appelle le Quad, qui comprend l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis. Et donc, dans ce contexte-là, le Japon a des capacités antimissiles, elle a des capacités maritimes qui sont extrêmement importantes, puisque le Japon fait partie d'un dispositif d'encerclement de la Chine et de limitation de son accès à l'océan. Et puis toute une stratégie économique pour réduire ses dépendances critiques, sur les microprocesseurs, le raffinage de certains minéraux critiques, les batteries électriques, etc. Donc ça veut dire, si on est dans cette perspective, que tout le monde se prépare en réalité à un conflit, ce qui est tout à fait préoccupant pour nous et très opposé, comme Akram l'a dit, aussi à la perspective qui était celle de l'après-45 d'un pays qui devait rester pacifiste. Maintenant, si on pense que la guerre n'est pas inéluctable, il y a un autre problème pour le Japon. À ce moment-là, c'est plutôt la démographie qui prend le devant sur la géopolitique. C'est le problème d'un pays qui perd de la population. Et d'où le lien indirect, mais avec l'Italie, qui est aussi un pays qui perd de la population. Le Japon perd 1 million d'habitants par an. Et la démographie, c'est quelque chose qui est assez stable dans le temps une fois qu'un mouvement est engagé. Donc, d'ici 2050, la population va baisser de 1 million par an. Donc, ça pose un problème de main-d'œuvre pour la population active. Et là, c'est assez étonnant, cette rhétorique xénophobe choisie par la Première ministre, parce que d'une part, l'immigration est tout à fait maîtrisée au Japon, puisque les étrangers ne représentent que 3% de la population, entre 3,5 et 4 millions de personnes, mais surtout que ces travailleurs qualifiés, ces techniciens qui sont dans les secteurs en pénurie, comme l'industrie, l'agriculture, le bâtiment ou le soin, sont tout à fait indispensables, ou les étudiants. Et donc, on ne voit pas bien comment le Japon peut sortir de cet étau entre une démographie déclinante et un refus de l'immigration. Michael Avigal. Oui, alors tout d'abord, je pense qu'il est tout à fait remarquable que le Japon, qui reste avec une démographie effectivement très, très vieillissante, un pays quand même assez traditionnel, qu'il ait pour la première fois une première ministre femme. Et que cette femme dise d'elle-même que son grand idéal, c'est Margaret Thatcher. Donc, on pourrait, à première vue, dire on est vraiment là dans un mouvement un peu mondial entre... Marc-Olivier vient de mentionner Meloni, mais on peut aussi regarder l'Argentine. On peut se dire que les populistes ont le vent en poupe. Et je crois d'ailleurs, elle ne refuse pas cette étiquette. Alors, moi, ce qui m'a fascinée, je trouve, il y a beaucoup de parallèles entre le défi géopolitique pour le Japon et l'Allemagne. C'était les deux grandes puissances vaincues de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été condamnées en quelque sorte, mais ça a plutôt bien marché, à un pacifisme de raison avec une dépendance forte des États-Unis. Alors, je dirais que le Japon, aujourd'hui, est allé plus loin que l'Allemagne dans son processus, en quelque sorte, d'émancipation et de volonté d'exister par lui-même. Et j'ai l'impression que la nouvelle première ministre incarne cette volonté. Donc, l'Allemagne
alors que la guerre est déjà déclenchée sur le territoire européen avec la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, reste très prudente. D'ailleurs, vous avez remarqué, on n'a toujours pas livré les fameux missiles Taurus, alors que le chancelier Merz, pendant la campagne, avait dit qu'il le ferait. Et on reste toujours dans un entre-deux avec les États-Unis. On a dit qu'on voulait sortir de la dépendance, mais finalement, dans la réalité de nos commandes, de nos décisions, on s'accroche beaucoup. Et le Japon, j'ai l'impression, sous la nouvelle Première ministre, adopte un discours beaucoup plus agressif, plus guerrier, que les Allemands n'ont jamais osé avoir vis-à-vis de la Russie. Donc, vis-à-vis de la Chine, un discours de puissance, on peut dire cela, et en même temps, une émancipation qui va de pair avec une alliance renforcée avec les États-Unis. D'ailleurs, l'OTAN a créé une espèce de bureau de liaison à Tokyo à la demande des Japonais. Et je pense qu'effectivement, au-delà du Quad, il y a une volonté du Japon de se raccrocher en quelque sorte à cette alliance militaire, en tous les cas de connaître un peu mieux les mécanismes. Et c'est assez curieux, alors que de première vue, cette alliance est quand même objectivement en crise. Et donc, je pense que la véritable question, c'est est-ce qu'on peut, avec un endettement qui, si mes chiffres sont bons, est déjà à 237% du PIB, est-ce qu'on peut se lancer dans une grande campagne de réarmement? L'Allemagne, justement, est en train de le faire, mais nous, notre taux d'endettement, au départ, était quand même beaucoup moindre. Donc, ça, pour moi, ça va être la question à voir au-delà de tout le programme de politique intérieure. Est-ce que le Japon va devenir une puissance militaire tout seul? Et ça jouera, je pense aussi, beaucoup sur la façon comment les États-Unis vont gérer la rivalité avec la Chine. Nicolas Bavrez. Il faut rappeler le caractère exceptionnel de la victoire électorale remportée par Madame Takaichi. Le PLD, depuis 1950, date de sa création, n'a jamais eu autant de députés. Et les 316 sièges, c'est une majorité des 2/3, et donc ça permet de passer outre l'éventuelle opposition du Sénat. Il faut rappeler aussi que ça ne va pas du tout de soi, parce que il y a 2 ans, le PLD avait subi un désastre électoral. Il avait perdu la majorité dans les 2 chambres, et ça avait entraîné le départ forcé du Premier ministre, M. Ishiba, qui était très impopulaire. Et c'est à cette occasion que Mme Takaichi a été choisie. Mais elle a été choisie, a priori, comme un Premier ministre de transition. Et j'allais dire, le PLD s'est résolu à appeler une femme parce qu'il n'avait, grosso modo, plus d'autres solutions. Et ce qui se passe, évidemment, c'est extrêmement différent. Il faut aussi rappeler que donc elle a pris le risque de la dissolution le 23 janvier contre son parti, parce que les caciques du parti n'y croyaient pas une seconde. Donc, c'est vraiment sa victoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça intervient dans un moment clé pour le Japon, parce que d'un côté, on voit que la situation géopolitique est critique en Asie avec l'expansion chinoise, parce que le point de départ, c'est quand même l'extrême agressivité de la Chine, sa volonté d'expansion et de construire une muraille et de jeter les États-Unis, de rejeter les États-Unis de l'autre côté du Pacifique. Et puis le Japon lui-même est aussi un pays bloqué. On a rappelé la démographie, mais il y a une stagflation depuis la crise immobilière des années 90. Et c'est un pays qui se déclasse. L'Inde lui passe devant cette année, donc c'est l'Inde qui va devenir la 4e économie mondiale. Le Japon va être au 5e rang, alors qu'il a occupé le 2e rang mondial. Et donc, ce qui est intéressant, on a rappelé ce par quoi elle essaye de mettre le pays en mouvement,
et les difficultés que ça pose, parce que quand on perd 1 million d'habitants par an, ce qui est quand même gigantesque, refuser absolument l'immigration et essayer de limiter le tourisme, bon, c'est quand même très discutable. Vouloir relancer la croissance par des dépenses publiques, c'est ce que fait le Japon depuis les années 90 sans que ça marche beaucoup. Vouloir baisser massivement la taxe sur la consommation alors que la dette est à 237% du PIB. Et ensuite, vouloir vraiment fonder la résistance à la Chine sur une alliance renforcée avec les États-Unis de Donald Trump, leur imprévisibilité, ça aussi, ce sont des paris qui sont des paris effectivement extrêmement risqués. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans un pays qu'on croyait vraiment bloqué, incontestablement, elle a remis du mouvement. Et je suis d'accord avec la comparaison avec Madame Meloni. C'est-à-dire que ce dureté sur la sécurité et sur l'immigration, une politique qui est plutôt une politique pro-business, et la volonté d'être un pont entre les États-Unis, pour Madame Meloni, l'Europe, et pour Madame Takaichi, les alliés asiatiques. Donc, voilà un peu comment ça se présente, et voilà aussi les difficultés auxquelles elle va maintenant se heurter, parce après ce grand succès politique, maintenant, il va falloir qu'elle obtienne des résultats, et les résultats au Japon, la classe politique n'en a pas obtenu depuis des décennies. Akram Belkaïd. Oui, il y a un concept japonais qu'on appelle le Nichibei. Le Nichibei, si je le prononce correctement, c'est ce sentiment étrange, ce paradoxe qui a fait que la population japonaise, au début des années 50, a basculé dans un sentiment favorable aux États-Unis malgré les 2 bombardements atomiques que l'archipel avait subis en 1945, malgré la défaite. Ce sentiment-là, il a servi à étayer la vie politique japonaise et en tout cas à donner au PLD une espèce de structure cohérente en matière de réflexion, de projection stratégique. Néanmoins, le Japon, c'est aussi le pays où se multiplient les uchronies, par exemple, et vous avez un courant assez fort dans la société qui continue à réfléchir sur ce qu'aurait été le monde si le Japon avait gagné la guerre en 1945. Et donc, ce courant, il existe aussi au sein du PLD. Aujourd'hui, il est mis en minorité par Madame Takaichi, donc elle a clairement fait le pari de l'opposition frontale avec la Chine. Il n'en demeure pas moins qu'au sein même du PLD, vous avez un courant qui, lui, résonne totalement autrement, qui consiste à prendre en compte le fait que la Chine est la puissance asiatique de proximité et que peut-être l'archipel y perdrait beaucoup à se laisser embarquer par les États-Unis dans une, je dirais, aventure militaire contre la Chine. Ce qui veut dire que Madame Takaichi n'a pas le droit à l'erreur. Quand elle décide, par exemple, qu'il faut faire la chasse aux touristes, quand elle parle des touristes, elle a multiplié les allusions aux touristes. Il faut bien comprendre ce que c'est. Les touristes, c'est quoi ? Les touristes, en fait, ce sont les 800 000 Chinois qui visitent chaque année l'archipel. Il y en a 30 000. Il y a 30 000 touristes français qui vont au Japon. Il y a 800 000 Chinois qui visitent, qui dépensent, qui ont une monnaie forte et qui sont essentiels pour un certain nombre de services touristiques, hôteliers, etc. Donc, elle attaque ces gens. Il y a des gens qui réagissent, qui se disent ils vont perdre du chiffre d'affaires, etc. et tout. Donc, au sein même du PLD, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, il n'est pas exclu qu'on ait non pas une espèce de résistance ouverte, mais en tous les cas, la chef du gouvernement n'a pas le droit à l'erreur et ces bévues, ces approximations en termes d'évaluation de la politique étrangère qui ont été relevées à plusieurs reprises par la presse japonaise sont une indication sur finalement le fait qu'elle va tôt ou tard être obligée de recentrer son discours et de prendre en compte la réalité géopolitique de l'Extrême-Orient. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en faisant observer que dans quelques jours, le 19 mars, s'ouvre le mois de Ramadan. Et que pour comprendre, pour en savoir un peu plus sur le mois de Ramadan,
il y a une piste que je recommande, c'est celle d'un livre que notre ami Akram Belkaïd vient de publier chez Talandier, qui s'appelle Chroniques du Ramadan. Ce sont des chroniques, c'est-à-dire des récits qui sont tantôt des récits intrafamiliaux, tantôt des récits quasiment de géopolitique sur ce que le Ramadan peut être, avec des tas d'aspects que, d'abord, on va dire, on connaît très peu de choses sur le Ramadan, non pas parce que c'est difficile de le connaître, mais parce qu'il est rare qu'on fasse la démarche. Par exemple, le combat qui est amusant entre la science et la tradition. J'ai dit tout à l'heure c'est le 19 mars, mais c'est pas sûr que ce soit le 19 mars, parce que la science dit que c'est le 19 mars que la Lune va apparaître, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour la voir, la Lune, eh ben, Tintin, il faudra attendre le jour d'après, et peut-être même le jour d'après. Autre contradiction entre ce que le Ramadan apporte d'unité, évidemment d'unité parmi l'ensemble des musulmans du monde, et en même temps de concurrence, parce que mon Ramadan est meilleur que le tien, le Ramadan des Algériens est-il meilleur que le Ramadan des Marocains, etc., etc. Le Ramadan des Saoudiens est-il un Ramadan qui a tendance à vouloir imposer ses dates et ses rituels, et même quand je dis ces dates, c'est ces dates dans le sens du calendrier, et aussi ces dates dans le sens du fruit, parce que l'Arabie saoudite inonde notamment l'Afrique de ses propres dates, qui sont évidemment un des éléments, des aliments les plus importants de la rupture du jeûne. Et puis aussi à travers cette chronique, on apprend de quoi il s'agit. C'est pas la joie, pour dire les choses comme elles sont. La description par Akram, qui le pratique, du Ramadan est une description qui montre que c'est depuis le premier jour qui semble être le plus terrible, surtout si c'est un lundi, si j'ai bien compris. Il vaut mieux que ce soit un samedi, enfin, il vaut mieux qu'on ait le dimanche, et donc là on voit les souffrances, il faut bien dire, et les efforts qu'il faut faire. Enfin, cher Akram, j'ai quand même une bonne nouvelle, un peu de patience, et en 2030, le Ramadan tombera au moment du solstice d'hiver, c'est-à-dire au moment où les jours sont le plus courts, donc il suffit... C'est vraiment la meilleure période. encore d'attendre un peu, et donc, comme je crois, vous aimez à l'entendre, Sahar Hamdanek, c'est-à-dire joyeux Ramadan. Marc-Olivier Padis. Oui, deux choses. Tout d'abord, très brièvement, comme on vient de parler du Japon, je signale que le numéro de février du magazine L'Histoire est consacré aux Américains au Japon, 1945-1952. On a beaucoup parlé de la constitution japonaise de 1945, de la défaite, mais on oublie souvent, et en tout cas moi je n'avais pas vraiment ça en tête, que les Américains ont occupé vraiment le Japon jusqu'en 1952. Et c'est un cas en même temps intéressant de transition de régime politique qui a tout à fait fonctionné, même si, comme on vient de le dire, certains fondamentaux, le pacifisme, le fait d'avoir une armée limitée à la défense, l'article 9, etc., sont ou pourraient être remis en cause. Donc ce numéro de l'Histoire tombe tout à fait bien. Mais je voudrais consacrer ma chronique à un livre, comme on arrive aux élections municipales rapidement, du maire de Massy, qui s'appelle Nicolas Samsoun, qui a écrit chez Grasset un livre qui s'appelle D'excellents français, un livre dédié à Bernard Stasi, puisque le sous-titre reprend un peu le titre d'un livre célèbre de Bernard Stasi, Comment faire de l'immigration une chance. Alors c'est vraiment intéressant d'avoir un point de vue d'un maire d'une ville moyenne sur les enjeux auxquels il est confronté. Et ce qui est très intéressant, c'est que Nicolas Samsoun a été en cabinet ministériel au ministère du Logement. Il connaît particulièrement bien les questions d'urbanisme. Donc, pour un maire, c'est intéressant. Et ce qu'il fait au long de ce livre, c'est qu'il confronte ses lectures, les études de l'INED, de l'INSEE sur les grands chiffres, ce qu'on connaît au niveau national, et il compare ça avec son expérience de sa ville. Il dit, voilà ce que nous disent les chiffres, voilà l'état du débat public sur le sujet de l'immigration, le sujet de la laïcité, le sujet du logement, et voilà moi ce que j'observe dans ma ville. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'il voit, c'est que en fait, les grandes visions catastrophistes qui dominent aujourd'hui le débat politique sont quand même très très exagérées sur beaucoup de points et complètement à côté de la plaque, même quand on les compare à la réalité de ce que vit un maire, comme on dit, sur le terrain. Et c'est un livre, en fait, plein d'optimisme, et ce qui est tout à fait réconfortant dans cette période.
On devrait même s'arrêter sur cette note qui contraste avec le reste de notre conversation. Michaela Wiegel. Oui, d'excellents français. Je vais aux irresponsables. C'est le titre, Les irresponsables, d'un livre que j'ai découvert un peu sur le tard. De l'historien Johan Chapoutot, qui décrit en détail, et c'est vraiment passionnant, toutes les mauvaises décisions qui ont finalement porté Hitler au pouvoir. Et ce qui en ressort surtout, c'est qu'il n'y a aucune fatalité, qu'il n'y avait aucune décision démocratique qui amenait Hitler logiquement au pouvoir, mais que c'était vraiment à chaque fois des décisions des responsables politiques qui ont poussé vers cette mainmise des nazis au pouvoir. Et je trouve c'est plein d'enseignements pour la période que nous vivons. Akram Belkaïd. Oui, alors tout d'abord, je voudrais dire à nos auditeurs que je n'étais absolument pas au courant Ça, je te jure que c'est vrai. que Philippe allait mentionner l'ouvrage en question sur le Ramadan, et donc j'en profite rapidement pour un souci effectivement de confraternalité, de saluer tous ceux qui, eux, s'engagent dans un autre type de jeûne qui est celui du carême, puisque ça coïncide cette année encore entre musulmans et chrétiens catholiques. Mais le carême est moins sévère quand même. Absolument. Il fut une période où, Oui, quand on lit les textes du 19e, 18e, il y a des ressemblances. De quoi voulais-je vous parler ? Oui, deux choses. Un livre, alors ça va rappeler des souvenirs aux anciens. C'était une série que TF1 diffusait, la première chaîne française diffusée, si je me souviens bien, dans les années 70, en prime time le samedi soir, sur la forteresse de Colditz. Et donc, l'historien Ben Macintyre, qui a déjà publié un best-seller qui s'appelle L'espion et le traître, revient sur cette forteresse d'Hitler où étaient emprisonnés des Anglais essentiellement, mais aussi quelques Américains, des Indiens. Et c'est un récit assez intéressant dans ce qu'est la psychologie des gardiens, ce qu'est ce lieu où il y a eu des évasions néanmoins, alors qu'on pensait que c'était une prison totalement hermétique. Voilà pour le livre. Et rapidement, là aussi, je voudrais... c'est une recommandation de quelqu'un qui démontre que la chanson française, alors j'aime pas dire qu'elle se renouvelle, mais en tout cas que la chanson française se porte bien. J'aimerais parler de Jeanne Chéral, qui est une excellente chanteuse, une grande musicienne, qui est en tournée actuellement. Et je trouve ses textes, l'amour qu'elle a pour la langue, mais aussi l'ironie, l'autodérision, ça prouve que, ma foi, dans un monde où on est quand même dominé par toute la production anglo-saxonne, eh bien, la musique française peut tenir son rang, et c'est très agréable à écouter et à regarder. C'est pas la chanson française qui se porte mal, c'est que l'industrie de la diffusion fait en sorte de ne matraquer que ce qui lui paraît, ce que le marketing lui dit qu'il faut matraquer. Mais pour le reste, la chanson française, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas la même vitalité qu'elle a toujours eue. Nicolas Bavrez. Alors nous ne nous étions pas donné le mot, mais je voudrais proposer un antidote aux irresponsables qui ont été cités par Michaela Wiegel. C'est le rapport qui a été publié à l'Institut Montaigne par Jean-Louis Bourlange et Jean-Dominique Sénard et qui s'appelle Responsabilité, plaidoyer pour l'action. Donc c'est un rapport qui part de ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'irresponsabilité illimitée qui domine aujourd'hui non seulement la vie politique française, mais une partie de la société et du monde économique. Et donc, les deux auteurs proposent d'essayer de reconstruire un système de responsabilité et de citoyenneté en clarifiant les autorités qui décident, donc clarifier la prise de décision, avoir la transparence des coûts, et puis faire en sorte d'assurer que les gens rendent compte de leur administration. Théoriquement, c'était l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais malheureusement, on l'a perdu de vue comme l'essentiel des autres. Et puis, très vite, dans ces temps de scandale mondialisé Epstein,
proposé la lecture du livre de Jonathan Coe qui s'appelle « L'épreuve de mon innocence », qui est un livre virtuose, très drôle. Alors là, c'est plutôt dans le camp des conservateurs, mais c'est une espèce de fable sur politique qui mêle corruption des élites et désinformation au moment où Liz Truss occupait de manière éphémère les fonctions de Premier ministre. Et c'est aussi une réflexion effectivement sur la politique à l'heure de la post-vérité. Et c'est surtout, on passe un très bon moment à lire ce livre. Je vous remercie, je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, Olivier Magloire veille à ce qui tourne autour des plateformes de recueil de vos financements sur lesquels nous continuons à compter. Je remercie également l'atelier L'Arrière-Boutique et Flavien qui ont enregistré cette conversation, ainsi que Nouvelles Écoutes et Julien Neuville. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le premier de nos échanges avec les coprésidents de la fabrication humaine qui veut résister à l'intelligence artificielle, et dimanche prochain pour un nouvel esprit public.